Bienvenue à la section de droit civil en format bimodal. Je suis Jennifer Quaid, historienne à la recherche, et il me fait très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, même si c'est en période d'examen et vous êtes tiré dans plein de directions. On est très contents. On a quelques personnes dans la salle aussi. C'est très agréable. J'aimerais d'abord, au nom de la section et en mon nom, souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvions ici à l'Université d'Ottawa font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Nous leur rendons hommage et reconnaissons leur relation continue avec ce territoire qui demeure non cédé et dont ils sont les gardiens traditionnels. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au pays. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'assister à cette première conférence découlant d'un concours de subventions qu'on a créé à l'interne, la recherche dans la cité. Il y a eu en fait 4 différents projets qui ont été financés dans le cadre de ce programme pour encourager des collaborations multidisciplinaires entre nos chercheurs et des chercheurs ou des personnes, des groupes, des communautés à l'extérieur. Et je suis très heureuse que le premier de ces groupes-là, un groupe qui est composé d'Audrey Ferron-Pareil et Marie-Ève Lacroix, mais aussi avec la collaboration de Marie-Josée Bédard, vont faire une présentation sur le processus auquel ils se sont livrés dans le cadre de ce projet-là pour nous parler de cette expérience d'interdisciplinarité. Donc, c'est vraiment un partage. Ce n'est pas nécessairement une présentation traditionnelle, c'est beaucoup plus une conversation et je vous invite, s'ils ont le temps après, de poser vos questions et de participer dans cette expérience d'apprentissage, je dirais. Alors, sans tarder, je cède la parole à Marie-Ève Lacroix qui va vous présenter nos conférencières, désolée, et expliquer un peu en plus le détail du projet. Merci Jennifer. Alors, bien bonjour à toutes et à tous ici présents et en ligne. Donc, comme l'a dit ma collègue Jennifer Quaid, il s'agit donc d'une première conférence qui va s'inscrire dans un programme de subvention à l'interne, ici à la section de droit civil, la recherche dans la cité, qui vise à soutenir la création de projets de recherche collaboratifs entre des chercheurs de la section, ici entre Audrey Ferron-Pareil et moi-même, avec un partenaire communautaire. Pour les fins d'aujourd'hui, de la conférence d'aujourd'hui, il va s'agir de traiter de l'interdisciplinarité entre la médecine et le droit pour répondre aux besoins des patientes. Et ce sera donc le récit, la genèse d'une collaboration de recherche, puisque la recherche en droit, il faut savoir, s'inscrit au-delà de la doctrine et de la jurisprudence, parce qu'elle peut s'ancrer dans des pratiques de terrain et des besoins exprimés par différents acteurs, différents milieux. Dans ces contextes, les collaborations interdisciplinaires apportent une grande richesse aux problématiques traitées, au cadre d'analyse utilisé ainsi qu'aux méthodes employées, tout en posant certains défis. Ici, aujourd'hui, cette conférence propose le récit d'une collaboration de recherche entre le droit et la médecine qui a pour point de départ la question suivante: comment améliorer le consentement aux soins en cours d'accouchement? Je vais vous présenter sans plus tarder nos conférencières. Tout d'abord, Marie-Josée Bédard, qui est obstétricienne gynécologue, professeure agrégée au département d'obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle agit également à titre de directrice du bureau d'évaluation de la Faculté de médecine. Ses intérêts de recherche portent sur la périnatalité, les soins obstétricaux et l'éducation médicale. Au cours des dernières années, elle a présenté plusieurs formations et conférences sur les violences obstétricales et gynécologiques. Donc, c'est pour nous un véritable plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Et elle parlera en premier lieu. Par la suite, succédera ma collègue Audrey Ferron-Pareil, professeure ici même à la section droit civil de l'Université d'Ottawa, également chercheuse associée à l'Observatoire pluridisciplinaire sur le devenir du droit privé, ainsi qu'au Centre de droit politique et éthique de la santé de l'Université d'Ottawa. Elle est détentrice d'une maîtrise de recherche en santé publique et d'un doctorat en droit.
Ces travaux de recherche s'articulent notamment autour de l'effectivité du consentement aux soins et des violences obstétricales et gynécologiques. Donc, elle parlera à l'issue de la présentation de Marie-Josée Bédard et je vous demanderai de conserver vos questions que vous pouvez nous adresser en ligne directement. Je les prendrai dans la foulée de leur présentation, donc ça engagera un dialogue par la suite. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole. Je vais tenter de partager. Il était sur le. Oui, c'est juste que je ne peux pas partager l'écran. C'est peut-être. Tu devrais être sur l'écran, c'est écrit sur le fléchette. Il faut que Marie-Ève me donne l'animation, puis ça va être correct. Tu autorises le. Oui, ça se fait pluralité de participants. Il y a un bouton à plus. Un petit délai technique, mais ça va se régler dans tout. Ça fait sens à deux classes. Les délais des années actuelles. De toute façon, mais sinon. On s'est habitué. Ça va? Oui, très bien. Et voilà. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai avoué à quelques personnes aujourd'hui et cette semaine que j'étais plus énervée, plus stressée qu'une conférence où je présente à des docteurs qui ont mon langage, ma façon de penser, c'est des données, c'est des articles, c'est facile. Mais aujourd'hui, je me sens un peu plus une débutante, alors vous m'excuserez. Tout d'abord, je sais qu'en droit, vous n'avez pas ça, la divulgation de conflits d'intérêts, mais c'est encore plus ancien que la reconnaissance territoriale pour nous. On doit divulguer nos conflits d'intérêts, particulièrement envers les compagnies pharmaceutiques. Je veux juste dire un petit mot, ce qui s'en vient, ça va être la divulgation d'intérêts, des conflits d'intérêts. Et là, peut-être qu'on va avoir d'autres disciplines qui vont s'ajouter sur d'où on vient, quels sont nos billets, pourquoi on va là. Si je présente sur la violence obstétricale, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui trouve que ça n'a pas de bon sens. Donc, on a tous des billets, puis on va avoir à les divulguer bientôt lors de nos conférences. Alors, en été 2019, j'ai eu une invitation, ça a passé par, je pense, c'est l'Association des gynécologues obstétriciens du Québec, pour être la représentante de cette association-là sur une réunion plurimultidisciplinaire qui proposée par Madame Audrey ici. Et Sylvie Lévesque, qui est dans le département de sexologie de l'UQAM, sur les violences obstétricales et gynécologiques. Alors, j'étais totalement vierge au sujet. Je savais que ça existait. On avait eu des manifestations dans notre hôpital avec des collants d'une certaine organisation, mais on n'avait pas eu de discussion, de dialogue et un intérêt s'est suscité en moi. Là, j'étais très intriguée. Il y a plusieurs définitions de la violence obstétricale, puis aujourd'hui, ce n'est pas le but de la conférence, mais l'OMS s'est penché là-dessus, l'ONU s'est penché là-dessus. Ces deux organisations-là touchent beaucoup, et non pas seulement, mais de la violence obstétricale dans des pays où les ressources sont moins élevées et où la place de la femme est en déclin ou n'a jamais monté. Il y a le Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes en France qui s'est penché sur le sujet, qui m'avait appris d'ailleurs qu'il n'y avait pas besoin de vouloir être violent pour l'être.
Et il y a des définitions féministes où on dit que le corps de la femme n'est pas seulement là pour enfanter et que de certaines pratiques pourraient réduire ce corps-là à ça. Et on va prendre une définition plus canadienne d'un organisme qui part de la Colombie-Britannique. Alors, la violence obstétricale se traduirait par des interventions médicales non nécessaires et par la perception des femmes d'avoir été contraintes ou forcées par le personnel médical à subir des interventions ou une procédure particulière. Alors, comme je vous dis, je me suis documentée, j'ai cherché et pour moi, il était important dès cette première journée de pouvoir être une porte-parole à l'intérieur de mon cercle, c'est-à-dire à des médecins en pratique, pour leur expliquer, oui, ça existe, comment on l'a étudié, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, donc, j'ai commencé à donner des conférences et des ateliers de formation sur la violence obstétricale. Et rapidement, hein, quand j'ai commencé à rechercher, je me suis rendu compte, puis bon, c'est sûr qu'Audrey nous en avait parlé lors de cette journée-là, mais que la documentation sur la violence, ça passait sur la connaissance puis la sensibilisation du consentement éclairé. Alors, j'ai appris par deux sources principales qu'est-ce qu'était le consentement éclairé. Alors là, je cite Audrey lors de cette journée. L'effectivité du consentement éclairé aux soins demande la participation réelle des patients à la prise de décision, la divulgation de l'information par les médecins, la compréhension de l'information par les patients. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? La possibilité de poser des questions? Peut-être que c'est clair pour vous, mais dans le monde médical, où les gens sont pressés et ils ne veulent pas, ce n'est pas toujours clair et vous l'avez vécu comme patient. Et chose que j'ai appris cette journée-là, en 2019, vous allez dire c'est un peu tard, je ne suis pas jeune, mais c'est le devoir de conseil. J'avais toujours l'impression que de donner mon conseil était quelque chose qui était comme pas tout à fait légal, pas tout à fait correct. Alors, on a du chemin à faire hein, dans le monde médical si on ne connaît pas le consentement éclairé correctement. Je me suis inscrite à un atelier qui est donné encore par le Collège des médecins du Québec. Et j'ai appris d'autres choses qui peut-être me touchent ou cernent plus ma pratique médicale. Donc, il y a des choses qui sont la même chose. L'aboutissement d'un processus décisionnel entre le patient et le médecin pour un soin. Chacun a le droit d'accepter ou de refuser en fonction de ses valeurs. Le principe d'autonomie, ça, là, je ne vous apprends rien. Mais le patient ou la patiente n'a pas le droit d'exiger un soin. C'est important pour nous. Le patient ou la patiente a le droit de prendre une mauvaise décision. Et ça, je vous dis, en obstétrique, on a beaucoup de difficultés parce qu'il faut vous souvenir que le fœtus n'a pas de droit légal. La patiente est la personne qui va dire « oui, j'accepte »,« non, je n'accepte pas, je préfère telle façon ». Et il faut le répéter souvent. Le consentement doit se faire pour tout examen, traitement, procédure ou chirurgie. Il y a eu des poursuites ou des plaintes au Québec pour des examens gynécologiques où on ne demandait pas le consentement. Il peut être retiré à tout moment par le patient ou la patiente. Et puis, ça doit être sans pression, menace de notre part et aussi de la part des instances administratives, des impératifs budgétaires. Mais là, il faudrait vous induire, madame, parce qu'il n'y a plus de lit. On n'a pas d'argent pour faire telle chose. Alors, ça aussi, c'est délicat. En lisant, en regardant, lisant est un grand mot, là, parce que c'est là où on voit la difficulté de travailler d'une profession à l'autre ou entre professions. Le livre d'Audrey que j'ai acheté, puis là, je passais de lire ça, moi, le soir dans mon lit, puis ça serait léger.
Mais j'ai retenu certains mots. Je vous en cite un. L'ineffectivité du consentement éclairé aux soins pose des défis pratiques considérables, tant pour les domaines médicaux que juridiques. Nous espérons que ce travail permettra d'amorcer, et je l'ai mis je l'ai highlighté on va en reparler, un dialogue entre les parties prenantes, patients, juristes et professionnels de la santé, afin de co-construire des solutions innovantes et durables pour améliorer le consentement aux soins des patients. Donc, la volonté d'Audrey ou de leur groupe de recherche, c'est de dire on va changer les choses. On va y revenir. J'ai trouvé un petit article à la fin de ma présentation qui parle des motivations des gens qui font de la recherche pluridisciplinaire. Alors, pour faire l'historique de comment c'est arrivé, c'est que nous, en pratique, vous savez, vous allez accoucher, vous pensez que vous allez accoucher facilement, que vous allez avoir un beau bébé en santé. On peut avoir à faire des activités ou des interventions non planifiées, telles les forceps, les ventouses ou la césarienne, afin de sortir le bébé de façon sécuritaire ou si la maman est épuisée, ou etc., etc. Pour ce qui est de la césarienne, on n'est quand même pas pire, on en parle, les gens sont relativement bien informés, mais pour ce qui est des interventions d'accouchement vaginal assisté, on l'est beaucoup moins. Et ma collègue, je ne sais pas si elle a pu se joindre à nous, Dr. Etchesser, était très préoccupée et on en a parlé beaucoup de cette sensation de mal effectuer notre travail et même d'être illégal. C'est allé jusque-là dans notre réflexion bien niaiseuse ou bien, pas niaiseuse, mais je veux dire de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le droit. Et on avait aussi à l'hôpital au Québec, les poursuites sont un peu en baisse en obstétrique-gynécologie, mais les plaintes étaient en augmentation il y a 2 ans. Alors, puis on regardait notre contexte de manque de temps. Moi, quand je suis des grossesses, je les suis aux 5-10 minutes. Un peu moins quand les patientes en grossesse à risque, mais là, ils ont des problèmes de santé tellement importants qu'on ne focus pas tant sur l'accouchement. Les coprénataux, il semble que le problème soit la même chose à Ottawa, c'est que les coprénataux ont été donnés dans les CLSC. Les gens qui les donnent ne sont pas nécessairement des professionnels, infirmières ou sages-femmes. Il y a d'excellents cours prénataux qui se donnent par les sages-femmes, puis les sages-femmes ont beaucoup de temps à passer avec leurs patientes, mais ce n'est pas celles qui connaissent le mieux qu'est-ce que c'est un forceps, puis qu'est-ce que c'est une ventouse, puis c'est quoi l'avantage de un par rapport à l'autre. Puis la science change aussi. Alors, comment on pourrait faire pour donner un consentement efficace? Donc, c'est venu de là notre... Puis là, j'ai dit, je connais quelqu'un qui va nous aider. Alors, je pense que ça ne marche pas ici. Donc, on s'est tourné vers la spécialiste du consentement éclairé. Puis, on voulait aussi, dès le départ, Barbara et moi, avoir l'avis des personnes intéressées, soit les patientes puis leurs conjoints. Donc, notre projet de recherche s'appelle « Exploration des barrières et des facilitateurs associés à un consentement éclairé lors d'un accouchement assisté non planifié. Perspective des femmes enceintes et des femmes ayant vécu un accouchement assisté non planifié et de leurs conjoints. » Encore, là, je pense que je vais te laisser. Donc, les chercheurs principaux viennent du droit, de l'obstétrique-gynécologie. Principalement, c'est Dr. Etchesser, qui est la chercheuse principale, moi-même. Et on a aussi d'autres chercheuses. Souvent, en obstétrique-gynécologie, c'est souvent des femmes qui s'intéressent plus. Donc, on a une psychiatre, une médecin de famille, quelqu'un qui s'intéresse au sujet, qui m'avait aidé pour
pour faire l'atelier pour les résidents en sciences infirmières, une sage-femme et également le bureau des patients partenaires de l'Université de Montréal pour leur counseling. Alors, grossièrement, le projet de recherche, ça va être des groupes de discussion d'à peu près 6 personnes, je crois. Entre 5 et 10, là, selon. Entre 5 et 10, selon. Je pense qu'on va être souple, ça va être présentiel, virtuel, à la demande des groupes et les mamans demandent, semble-t-il. J'ai lu ça ce matin, beaucoup le virtuel. Et il va y avoir une analyse qualitative des discussions. Il faut vous dire qu'on s'est aussi réunis entre médecins. On va faire une brève présentation au début, et non pas comment donner un consentement, mais c'est quoi un forceps, c'est quoi une ventouse, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça, puis pourquoi on le fait. On a tout d'abord, entre les chercheuses principales, fait l'ébauche des questions, puis on les a finalement rédigées à la suite de la consultation avec tous les collaborateurs. En fait, ici, c'est des collaboratrices. Alors, puis on va toujours avoir une psychologue, la psychiatre de garde, parce que ça peut être un sujet douloureux, parce que les 3 groupes différents, c'est des patientes qui sont enceintes, patientes qui ont vécu un accouchement assisté et conjointes de ces patients. Alors, on va analyser, puis on va tenter de percoler des outils de prise de décision clinique et d'action clinique de consentement pendant la grossesse. Audrey va vous en parler un peu plus. Alors, on se retrouve ici, diapo antérieure, avec des disciplines différentes, des universités différentes, des horizons différents, des langages différents. Un avocat ne parle pas comme un médecin. J'avoue qu'Audrey, je pense, connaît beaucoup notre domaine, vu sa maîtrise en santé publique, mais des méthodes différentes aussi. Je me souviens, lors de leur première, la fameuse réunion en 2019, il y a déjà midi. Lors de leur première, ils nous avaient parlé, ah oui, la violence, ça existe, tel article le prouve, je m'en vais chercher l'article. C'est un sondage dans un café Grano où il y a 90 des patientes qui sont des patientes de sage-femme ou ayant accouché à la maison, pas représentatifs des États-Unis. Tous venaient de grosses villes alors qu'on n'avait pas. Alors, notre interprétation et notre demande de la littérature n'est pas la même. Je vais essayer de tenter d'aller plus vite. Alors, les défis qu'on a rencontrés, acceptation de 3 comités d'éthique. C'est problématique parce qu'un ne veut pas avant l'autre. Puis bon. Les difficultés de communication rapide, on est des praticiennes, on n'est pas dans le même milieu, c'est compliqué. Les biais d'hypothèse de départ ne sont pas les mêmes. Hein. Nous, on veut trouver la solution puis qu'elle soit applicable comme dans 6 mois, puis on a déjà toutes nos réponses. Les méthodes de recherche sont différentes. On est pas mal meilleur en quantitatif qu'en qualitatif. L'interprétation de la littérature, c'est ce que je vous disais, diffère. Puis, une des choses importantes que les étudiants doivent savoir, c'est que les avenues de publication ne sont pas les mêmes. Et semble-t-il, je ne sais pas si ça change, peut-être vous pourrez me le dire, mais le poids des publications, si ce n'est pas dans votre domaine, pourrait changer. La volonté de changement politique ou décisionnel ne passe pas par la même voie. Moi, j'ai décidé de parler à mon monde pour avoir la voie de la violence, puis il peut y avoir d'autres voies ou d'autres processus qui, selon d'où tu viens. Alors, les avantages de cette collaboration pour nous, c'est l'expertise en recherche qualitative, la compréhension, le montage du projet, les questions pertinentes, l'expertise en consentement éclairé
Puis le fait d'avoir plusieurs personnes, c'est l'apport puis le regard critique de plusieurs visions. Puis ça, c'est extraordinaire. Ce que je pense qu'on apporte comme médecin, c'est le regard plus scientifique, l'expertise de l'acte médical, puis l'expérientiel, en tout cas, clinique, et l'expérience d'avoir de la difficulté à donner un bon consentement éclairé, notamment dans les situations d'extrême urgence. Et des fois, d'être capable de le moduler par rapport à la compréhension de la patiente, l'éducation de la patiente ou du couple. Ce qu'on apporte aussi, je l'ai réalisé ce matin où j'ai fait un peu c'est le réseautage ou l'entremetteuse. J'ai aidé la future recherche sur la violence obstétricale à avoir les liens avec le Collège des médecins du Québec. Donc, c'est tout ce réseautage-là qui est intéressant quand on fait une recherche multidisciplinaire. Rapidement, prochaine diapo. Oui. Le but à atteindre, il doit être le même pour nous, c'est l'amélioration de la qualité des soins. C'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Je cherchais un petit article. C'est une étude sur 24 chercheurs qui font de la collaboration, qui font de la recherche interdisciplinaire. Encore là, ce n'était pas selon mes standards. Est-ce qu'ils font de la recherche intra, inter, lesquels le font? C'était compliqué. En fait, je ne le savais pas. C'était assez vague, mais ça a été une analyse qualitative ouverte des questions. Et l'étude, c'est sur la motivation puis les obstacles des recherches. Intrasectoriel, ça veut dire c'est tout en sciences sociales. Intersectoriel, c'était des gens qui faisaient de la recherche en sciences sociales puis qui avaient des liens avec les sciences de la nature. Et on voit que le gros motivateur des gens qui font de la collaboration intersectorielle, et souvenez-vous du passage que j'ai trouvé dans le livre d'Audrey, c'est l'accès à la décision publique. Donc, changer les choses. Pour ce qui est des obstacles, prochaine diapo, et je vais terminer avec ça, il semble que pour les gens qui font de la collaboration intersectorielle, c'est plus l'autonomie intellectuelle qui est plus difficile, le choix des questions, on ne parle pas le même langage, on ne vit pas la même réalité. Le reste semblait être moins un obstacle. Audrey me disait, quand je lui ai présenté l'article, elle dit peut-être que ces gens-là savent déjà que les obstacles qu'ils vont avoir en négociation, en contrainte, etc., etc. Ça me semblait intéressant de vous partager ça. Merci beaucoup. Je vais poursuivre la présentation, puis je suis vraiment contente d'avoir accepté de faire cette conférence-là parce qu'au départ, on se disait, on n'a pas encore de résultats. C'est intéressant de parler du projet, mais à un moment donné, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'ai à dire. Puis ça m'a obligée à me recentrer sur c'est quoi de l'interdisciplinarité, puis pourquoi je fais ce que je fais, puis qu'est-ce que ça implique, puis pourquoi j'aime ça travailler avec des médecins, puis des sociologues, puis des sexologues. Allô, Sylvie, c'était là. Qu'est-ce que tout ça m'apporte pour finalement, au fur et à mesure de mes réflexions, réaliser j'avais peut-être pas donné le bon titre à la conférence, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Fait que je vais un peu me recentrer sur mon approche au droit et à la recherche interdisciplinaire. D'abord, cerner de quoi on parle quand on parle de recherche interdisciplinaire, du moins dans le cadre de ce projet-là. C'était beaucoup l'utilisation des méthodes qui proviennent des sciences sociales, des sciences humaines, dans le but de chercher à mesurer le droit, le comprendre, le critiquer, mais comprendre aussi les pratiques médicales. Donc, il y a une question d'utiliser des méthodes qui ne sont pas propres au droit positif. Il y a aussi l'idée d'appréhender ou d'observer un objet de recherche avec une collaboration de plusieurs disciplines pour avoir plusieurs perspectives sur
le consentement aux soins. Moi, je peux le voir d'un point de vue de droit positif, dire, bien, voici quelle est la norme. Puis Marie-Josée disait, on est illégal dans nos pratiques. Ah, ils ne le font pas. Puis mon analyse pourrait s'arrêter là. Puis c'est un peu ce que j'avais fait dans ma thèse d'ailleurs. Tu sais, voici, ça ne marche pas. Mais à partir de là, comment est-ce qu'on travaille en collaboration pour que les choses s'améliorent? C'était un peu ça l'objectif. Pourquoi c'est intéressant? Puis pourquoi j'ai tout de suite dit oui quand j'ai reçu l'appel de Marie-Josée? C'est parce que moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, je réalise dans à peu près tous les projets que je fais, c'est le droit pragmatique. C'est comment est-ce que je suis capable d'évaluer le droit posé. Oui, lire la doctrine, oui, lire la jurisprudence, oui, comprendre comment on définit les termes, mais une fois que tout ça est dit, comment est-ce que c'est vécu par les acteurs sur le terrain? Et d'utiliser des méthodes, puis d'utiliser d'autres approches, ça permet d'appréhender un paquet de choses que le droit n'appréhende pas à la base. Les comportements, les perceptions, les opinions, les valeurs, les motivations, les besoins, qui sont des choses auxquelles le droit s'intéresse, mais s'intéresse généralement en faisant, par exemple, une revue de la jurisprudence. Puis on va dire, ah, ben il y a tel problème qui est soulevé par le justiciable. Oui, mais c'est une petite fenêtre sur l'ensemble de tout ce qui se passe dans la société. Donc, voici le pourquoi de la chose. Et ça nous force aussi à se poser la question, puis là, je vous le dis, là, je ne suis absolument pas une théoricienne du droit. Fait que moi, là, point de vue interne, externe, de la scène au balcon, j'ai tout lu ça pendant ma thèse de doctorat. Alors, bonjour aux doctorants qui sont à l'écoute. Mais je vous avoue que ça ne me parlait pas tant. Parce que pour moi, c'était très théorique. Puis ce qui m'intéressait, c'était d'être pratique. Donc, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Mais à force de faire du travail interdisciplinaire, ça nous force à se reposer sur cette théorie-là. Puis de dire, bon, mais comment je perçois mon rôle, entre autres dans des équipes comme celle de ce projet-là. Il y a souvent deux choses que je trouve qui peuvent arriver dans certains projets de recherche. Le point de vue complètement externe où on nous demande d'être, entre guillemets, le juriste de service. Ah, j'ai un projet à faire sur telle affaire. Voudrais-tu être là et donner ton opinion légale? Là, on se retrouve à parler de la légalité ou pas d'un certain problème. On veut créer une solution, puis on se demande est-ce que la solution est légale. Fait qu'on nous demande simplement d'évaluer l'ensemble des normes puis d'arriver avec un jugement plutôt droit positif. Puis souvent, ben, s'il y a une partie de la recherche qui a à sauter, ça va être celle-là parce qu'on manque de temps. Puis finalement, ça se fait souvent en fin de projet. Puis finalement, ben, on n'a pas un gros apport. L'autre chose, c'est le point de vue strictement interne. Puis là, c'est quand le droit s'évalue par et pour lui-même. Ce qui est tout à fait valable, c'est juste que quand on essaie d'avoir ce type de recherche-là avec d'autres disciplines, ça devient très difficile parce que le sociologue, l'épidémiologiste, peu importe avec qui on fait, de comprendre la logique interne du droit puis de lui demander de participer à cette logique-là, bien, c'est pratiquement lui demander de faire un bac en droit. Puis on n'a pas le temps dans le cadre d'un projet de recherche de faire ça. Fait que souvent, ça va créer des tensions. Ça va faire que les équipes vont éclater parce qu'on ne parlera finalement pas du tout de la même chose. Ce qui m'amène à me positionner sur un concept que j'aime bien, qui n'est pas de moi, qui est de Pierre Norow, qui est le compromis disciplinaire et qui est cette idée de trouver le point de jonction entre les différentes disciplines qui sont appelées à travailler sur un même sujet. Donc, le point de jonction qui va faire que chacun va être capable d'amener sa perspective sans dénaturer complètement la perspective des autres. La façon dont je le vois pour ce projet-là, malgré le fait qu'on a intitulé la conférence « Droit et médecine », bien, pour moi, c'est beaucoup droit, sciences sociales et médecine, dans la mesure où j'arrive pas avec des méthodes qui sont propres au droit. Je ne suis pas arrivée en disant à Marie-Josée et Barbara, bien, je vais vous faire une revue de la jurisprudence, puis je vais vous expliquer c'est quoi les normes, puis comment les juges les interprètent. Tout de suite, ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis de l'avant, c'est de faire des groupes de discussion, de cibler des populations, d'aller chercher des expériences aussi intersectorielles, donc d'essayer d'avoir sur ces groupes de discussion-là des gens qui proviennent de minorités,
populations plus vulnérables, que ce soit par le niveau de l'éducation socio-économique, l'origine ethnique. Et là, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est la juriste qui parle, mais c'est aussi la maîtrise en santé publique. Puis là, j'ai besoin de faire une petite parenthèse sur cette maîtrise-là, qui n'est pas un doctorat, c'était vraiment une maîtrise de recherche, mais quand on étudie en santé publique, on n'étudie pas une discipline, on étudie un champ d'études, un champ d'expertise. Et ça nous oblige à être contaminés par plusieurs disciplines différentes. Les statistiques, l'épidémiologie, l'épidémiologie, là, c'est très quantitatif. Voici X nombre de patients, voici les symptômes qu'ils ont, là, on fait des calculs. C'est très quantitatif, l'épidémiologie. Mais d'autre part, j'ai eu des cours avec des sociologues de la santé qui m'expliquent comment est-ce que les déterminants sociaux de la santé, donc le revenu, le code postal dans lequel vous naissez, va avoir un impact sur votre santé. Des anthropologues de la santé, des psychologues. Et là, ça fait que tu ressors avec une maîtrise en santé publique, tu as fait des méthodes quantitatives, des méthodes qualitatives, tu n'es pas experte en rien, mais tu as une compréhension juste assez bonne de toutes ces choses-là pour que, quand Marie-Josée me parle d'un essai clinique randomisé, je sais de quoi elle parle. Quand on parle de double aveugle, je sais de quoi elle parle. Puis quand je parle avec une sociologue qui m'explique, on va utiliser une méthode par groupe de discussion, puis on va faire la théorisation ancrée, je sais de quoi elle parle. Mais je ne suis pas experte dans rien de tout ça. D'où l'importance, je pense, quand on fait des projets interdisciplinaires, d'aller chercher des gens qui sont plus experts que soi dans tout ça. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une connaissance de base, de se doter des outils de base pour comprendre ces choses-là. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas épidémiologiste, donc ça me prend ces experts-là pour être capable de faire les projets. Un exemple on parlait tantôt de défis, un exemple qu'on a eu dans les discussions qu'on avait, ça a été quand on est arrivé sur le mot urgence obstétricale. Quand on est arrivé sur, par exemple, quand on travaillait les grilles d'entretien, et que là, on se disait, il faudrait poser la question aux patients puis à leurs partenaires, si le soin est urgent, comment est-ce qu'on devrait procéder pour que ce soit le plus respectueux de vos droits? Puis là, tout de suite, moi, ça a fait comme, on ne peut pas vraiment parler d'urgence. À moins que la santé, l'intégrité physique de la mère ou que sa vie soit menacée, on ne peut pas parler d'urgence. Parce que pour moi, ma définition d'urgence, c'est l'article 13 du Code civil qui dit que pour passer outre ou pour ne pas avoir à demander un consentement, il faut qu'il y ait une urgence, donc que la vie de la personne soit menacée ou son intégrité physique. Et dans ma perspective de juriste, ce n'est pas le fœtus. Parce que le fœtus n'a pas de personnalité juridique, il n'a pas donc de droit tant qu'il n'est pas né, vivant et viable. Et donc, la seule personne qui a à prendre une décision et la seule personne de qui on doit se soucier de la situation d'urgence, c'est la mère. Ça, c'est beau, là, en droit, là, on comprend le concept. Mais il y en a ici qui ont accouché ou qui ont travaillé dans des salles d'accouchement. Combien de fois des médecins vont dire, ou même des mamans qui ont accouché vont dire « Ah, moi, ça ne me dérangeait pas tant que le bébé est en santé. » Il y a comme à la fois chez les mères et à la fois chez les médecins, il y a comme cette transposition-là de la mère, tout ce qu'elle veut, c'est un bébé en santé. Puis c'est là où ça va créer des frictions. Puis même chez des femmes qui accouchent, qui vont dire « Au moment où c'est arrivé, oui, ça a été mon premier réflexe de dire « Je veux juste un bébé en santé. » Sauf que au final, j'ai été traumatisée par les soins que j'ai eus, puis j'en veux plus d'autres bébés. Fait que, il y a même pour la mère, la personne qui a accouché, même pour elle, il y a cette espèce de dichotomie-là entre on n'a pas respecté mes droits, mais en même temps, au moment, c'était ce que je préférais. Bref, la réalité clinique rattrape le droit, puis fait en sorte que, comme juriste, il faut les écouter, ces perspectives-là. Il faut écouter à la fois les perspectives des médecins qui nous disent « Je comprends ce que tu me dis », juste très difficilement applicable quand je suis dans ma salle d'accouchement et j'ai une situation que je considère urgente, même si ça ne correspond pas à ta définition d'urgence. Et en même temps, les perspectives des patients, c'est intéressant parce que sur l'équipe, on avait
une psychiatre qui fait de la psychiatrie post-obstétricale. Donc, elle allait voir les mamans traumatisées de tout ça qui arrivent. On avait des sages-femmes, on avait des infirmières qui nous amenaient la perspective de « Ouais, mais voici, moi, dans ma pratique, ce que j'entends après, puis qu'est-ce qui se passe sur le postpartum, puis comment est-ce qu'on devrait arranger les choses. » Un autre exemple pas de difficulté, mais de discussion qu'on a eue, c'est Marie-Josée parlait plutôt des billets d'hypothèse, mais ça part beaucoup, je pense, de notre approche à la recherche. Les médecins ont souvent, puis je peux me corriger si je me trompe, mais les médecins ont souvent une démarche de recherche qui va être plutôt déductive. Donc, j'ai une hypothèse et je la teste, alors qu'en droit / sciences sociales, quand on mélange un peu les deux, on va souvent avoir une approche qui va être un peu plus inductive. Donc, j'ai une question, puis je cherche à faire émerger des éléments de réponse, puis éventuellement, peut-être, je pourrais tester ces éléments-là, mais essayons d'abord de faire émerger quelque chose. Ce qui fait que quand on avait les discussions de départ, bien, Marie-Josée disait bien, hein, il voulait une solution là, qu'on pourrait appliquer dans 6 mois, puis le problème serait réglé. Alors que moi, j'avais plutôt, bien, non, on va faire émerger des pistes de solutions qui seront pas, qui vont n'être que finalement à l'opinion de peut-être une vingtaine de personnes. Après ça, on pourra peut-être parler de tester des solutions, mais tu sais, ça va demander beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis là, c'est ça qu'on s'est rendu compte que c'était plus long que prévu, mais c'est correct, ça fait partie des défis de la recherche. Il faut juste en être conscient puis comprendre ces différentes perspectives-là parce que je trouve que dans la communication interdisciplinaire dans une équipe, ça permet de ne pas se braquer, d'avoir cette compréhension-là du champ disciplinaire de l'autre, d'où il part. Ça permet plutôt de dire, ben voyons, c'est sûr qu'on n'arrivera pas avec une solution dans 6 mois, puis de dire, ben là, moi, je débarque. Si c'est ça que vous voulez, moi, je débarque. De dire, je comprends pourquoi vous voulez ça. Je comprends tout à fait. Je ne pense juste pas que ça va être possible. Fait qu'on va essayer de trouver le moyen le plus rapide de le faire, mais en étant quand même le processus plus inductif. Alors, ce qui m'amène, avec ces difficultés-là, à parler des prochaines étapes de cette recherche-là, parce que finalement, ce qu'on va avoir à la fin, c'est 3 groupes. Puis c'est intéressant aussi de parler de la composition de ces groupes-là, parce qu'il y avait toute une question en droit, le consentement se donne au moment où le soin est nécessaire. Et même les juges, dans les décisions qui portent sur le consentement, vont dire qu'il faut faire attention à ce que le patient vient nous dire en témoignage parce qu'il a le recul, il a une rétrospective sur ce qui s'est passé. Fait que c'est pas qu'on ne croit pas ce qu'il nous dit, c'est juste qu'il faut mettre des bémols des fois à ce qu'il nous dit parce que c'est peut-être biaisé par rapport à ce qu'il aurait fait à ce moment-là. Fait que d'où l'idée d'aller chercher des femmes qui sont enceintes en ce moment, qui n'en ont pas vécu d'accouchement assisté non planifié, puis leur dire, bien, on vous projette. Encore là, ce n'est pas parfait parce que c'est une projection. On est en train d'anticiper plutôt que de faire une rétrospective, ce qui n'est pas parfait non plus, mais ça nous permet au moins d'avoir à la fois l'anticipation du consentement, la rétrospection sur le consentement qui a été donné ou pas donné. Là, ça, on verra avec les groupes de discussion. Et aussi d'aller chercher les partenaires. Parce que ça, je me souviens d'avoir eu cette conversation-là, puis je me souviens plus si c'était avec toi ou avec d'autres médecins, mais de dire, vous considérez que votre patiente n'est pas apte à consentir à ce moment-là parce qu'elle est sous sédatif pour contrôler la douleur, elle ne comprend plus. Vous ne pouvez quand même pas faire ce que vous voulez. Il faut tourner vers l'accompagnant, que ce soit le conjoint, la conjointe, la doula, peu importe, il y a un consentement substitué qui doit être fait. Puis certains médecins à qui je dis ça font « Ah, oui! » Donc, il y a l'idée d'aller chercher le partenaire était aussi importante. D'un autre côté, il y a aussi des médecins qui m'ont dit, c'est parce qu'il y a des partenaires abusifs qui veulent absolument qu'on fasse des choses qui n'ont aucun bon sens à leur femme ou à leur partenaire qui est en train d'accoucher. Il y en a aussi. Et ça, moi, c'est quelque chose que, comme juriste, je n'avais pas pensé. Je me dis, ah, oui, c'est vrai. Hein? Peut-être que le partenaire, ce n'est pas toujours. Il reste que ma perspective légale, c'est l'article 15 du Code civil qui dit consentement substitué, personne d'intérêt. Merci. Il y a tout ça qui est à mettre en balance. Ça a été intéressant quand on a créé les groupes de dire, OK, on va avoir du prospectif, du rétrospectif, du partenaire. Puis quand on a créé les grilles d'entrevue aussi, c'était des questions
questions où on a essayé vraiment de mélanger un apport sur la compréhension du droit, sans le poser directement comme question. C'est un peu ce qu'on essaie d'évaluer, quelle compréhension de leurs propres droits les femmes, puis les partenaires, les personnes qui accouchent ont. Et en même temps, des outils pratico-pratiques pour les médecins. Comment est-ce qu'on fait ça? Si j'aborde, si à 6 mois de grossesse, j'aborde déjà la ventouse, le forceps, ça se peut que ça aille mal, on va peut-être monter en chirurgie d'urgence, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. On va-tu stresser la patiente? Bien, la réponse est peut-être oui, puis peut-être non. Peut-être qu'il y a des patientes que ça va au contraire les déstresser d'anticiper ces choses-là, puis de se dire, j'ai un plan de match, s'il y a quelque chose qui arrive. C'est tout ça qu'on va essayer de tester. Mais vous comprendrez donc qu'on n'aura probablement pas de réponse finale à la fin de tout ça. D'où l'importance des étapes à venir qui, je l'espère, auront lieu dans les prochaines années. Mais d'abord, ça va être de diffuser les résultats. Puis dans la diffusion des résultats, je pense qu'il y a une belle rétroaction à aller chercher pour améliorer les prochaines étapes. Je pense notamment à des conférences qui pourraient être données à d'autres groupes de médecins parce que leur rétroaction va permettre d'améliorer la suite. Puis même chose avec des conférences sur des groupes communautaires, des groupes de soutien aux femmes, où les réactions vont permettre de mieux interpréter encore a posteriori nos résultats. Évidemment, des articles, mais là, on se posera la question, est-ce qu'on fait des articles juridiques? Parce que quand j'ai dit c'était 30 à 50 pages, un article juridique, il y a comme un mouvement de quoi? Puis en même temps, la rédaction d'un article très scientifique avec problématiques, méthodologie, résultats, discussion, bien, c'est quelque chose auquel j'ai été habituée pendant ma maîtrise, mais que j'ai fait depuis 10 ans, fait que ça va être une réadaptation. Après ça, ce qui pourrait être intéressant, ça va être de créer des outils qui vont permettre d'améliorer le consentement. Puis là, par outils, j'entends aussi bien les outils d'aide à la décision qui vont être dirigés vers les patientes que des outils pour les praticiens et des outils décisionnels pour les praticiens. Mais encore là, quelle forme ça va prendre? Ça va être quoi le contenu? Par quel public on va cibler ça? C'est toutes des questions qu'on se pose en ce moment, puis dont les réponses vont dépendre de nos résultats de recherche. Puis finalement, bien, une fois qu'on a des outils, pour moi, ce n'est pas une solution. Encore faut-il valider que ces outils-là fonctionnent et améliorent réellement les choses. Et là, il y a un processus d'implantation puis de tester les outils. Donc, puis là, on va rentrer peut-être dans des méthodes plus quantitatives avec un groupe contrôle, un groupe test, où là, on vérifie à un baseline, en français, s'il vous plaît, le temps initial où on n'a pas fait d'intervention, puis on teste après ça 2 mois plus tard, puis 6 mois plus tard, puis 1 an plus tard. Est-ce qu'on a amélioré les pratiques? Comment est-ce que c'est reçu? Ça serait fantastique. Et là, on se reparlera dans 10 ans, une fois que ça sera fait. Finalement, des petits conseils en vrac, vraiment, il y en avait beaucoup de la part de Marie-Josée, mais auquel j'ai pensé, particulièrement pour les étudiants qui ont envie de faire de la collecte de données, qui ont envie de faire de l'empirique. Pensez à vos lieux de collecte de données, puis aux comités d'éthique de la recherche qui vont aller avec ces lieux de collecte de données-là. Marie-Josée le disait, on avait 3 comités d'éthique parce qu'on collecte des données au CHUM, donc comité d'éthique du CHUM. Marie-Josée et Barbara sont professeurs associés à l'Université de Montréal, donc on a besoin aussi de l'approbation de l'Université de Montréal parce que dès qu'on est chercheur dans une université, il faut que notre université donne son approbation. Puis donc, moi et Marie-Ève, étant à l'Université d'Ottawa, on avait besoin de l'Université d'Ottawa. Et ce qu'on s'est rendu compte dans ce processus-là, et là, je remercie grandement Mylène, mon doctorat, qui a fait vraiment, franchement, tout le travail là, pour le comité d'éthique. Donc, je la remercie profondément. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a différentes plateformes qui existent et que si vous avez des lieux de collecte qui ont la même plateforme, ils se parlent. Donc, par exemple, avec le CRCHUM, le Centre de recherche du CHUM et l'Université de Montréal, ils utilisent les 2 Nagano. Ça a été simple parce qu'une fois que ça a été rempli par le CHUM, on a simplement dit à l'Université de Montréal, allez voir. Ils sont allés voir, puis on dit, c'est beau, le CHUM vous donnait l'accord, parfait. Ici, on n'utilise pas Nagano, on utilise e-reviews. Donc, il a fallu refaire le processus et il est arrivé à un moment donné une situation où
Le CHUM nous avait demandé d'ajouter une phrase. Puis après ça, Ottawa a dit non, enlevez-la. Et là, finalement, ça s'est super bien réglé. On a parlé. Et là, ça serait peut-être un sous-conseil. N'hésitez pas à parler aux conseillers d'éthique des comités. Plutôt que de faire des allées-venues avec des courriels puis modifier à chaque fois votre protocole, prenez le téléphone, appelez, puis dites, ben là, on a cette problématique-là. Le CHUM m'avait demandé de rajouter la phrase, là, vous me dites de l'enlever. Des fois, juste d'expliquer la raison pour laquelle la phrase est là, le pourquoi, c'est correct. Ça a bien passé. Pensez à vos lieux de collecte de données, puis essayez de voir est-ce que, par exemple, vous ne pouvez pas avoir une autorisation qu'on appelle multicentrique, où là, c'est un seul centre qui donne l'autorisation pour plusieurs centres. Dans le milieu hospitalier, c'est souvent ça qu'ils vont faire. Quand il y a plusieurs milieux hospitaliers universitaires, bien, ils vont faire ce qu'on appelle une autorisation multicentrique. Donc, ça permet de ne pas toujours dédoubler toutes les démarches. Je vous disais tantôt, mais de s'assurer d'avoir une compréhension minimale des autres disciplines. Ça peut être en lisant simplement quelques articles, en ayant des discussions dès le départ là, sur c'est quoi pour vous de la bonne recherche, puis comment est-ce qu'on envisage la collecte de données, les résultats. Ça peut être essentiel. Une chose que j'ai appris, c'est n'hésitez pas à poser des questions parce que des fois, les interlocuteurs des autres disciplines prennent pour acquis qu'on comprend de quoi ils parlent. Puis on ne comprend pas de quoi ils parlent. Puis des fois, on se sent mal parce qu'on se dit peut-être que je devrais savoir de quoi ils parlent. Puis je ne le sais pas. Fait qu'on n'ose pas poser la question en se disant ils vont penser que je suis un peu non. Non, il n'y a jamais de questions niaiseuses. Puis vous ne pouvez pas tout savoir sur tout. Puis même une théorie, les théories féministes, par exemple, mais c'est utilisé en droit, puis c'est utilisé en sociologie. Mais ce n'est pas parce que la théorie est utilisée en droit aussi que vous l'avez vous-même déjà mobilisée dans votre recherche. Fait que c'est correct si vous travaillez avec quelqu'un qui utilise une théorie féministe que vous ne connaissez pas, bien, de le dire. Je sais qu'il y a des théories féministes en droit, mais je n'ai pas vraiment travaillé avec ça. Tu peux-tu m'expliquer ou m'envoyer un texte qui va m'expliquer de quoi tu parles? Et le parallèle à ça, c'est faire attention à notre propre hermétisme. Ça m'a bien fait rire parce que quand ma thèse de doctorat a été publiée en livre, l'éditeur avait dit c'est fantastique, ça parle à tout le monde, on va pouvoir diffuser ça auprès des professionnels de la santé, ton langage n'est pas trop juridique, c'est parfait. Fait que quand Marie-Josée m'a dit on ne comprend pas grand-chose, je fais OK, ouais, puis c'est vrai, je pense que c'est vrai que j'écris pas si juridico-compliqué que ça, mais j'écris quand même juridique. Et donc, c'est pas vrai que même si on essaie de vulgariser le plus possible, on va demeurer dans une certaine mesure un peu hermétique. Il faut juste en prendre conscience puis s'assurer parfois de vulgariser, de trouver des analogies qui vont parler un peu plus aux autres disciplines. Ça peut vraiment faciliter le travail et rendre ça moins compliqué et plus agréable pour tout le monde. Particulièrement à l'attention des étudiants, j'ai laissé quelques références que j'ai trouvées particulièrement intéressantes sur la recherche empirique puis l'interdisciplinarité. Donc, j'imagine que le PowerPoint va être disponible, la vidéo, je ne sais pas trop. Si vous acceptez de les rendre disponibles, on va les rendre disponibles. Oui, avec plaisir, oui. Vous pourrez avoir les références si ça vous intéresse. Puis, ça met fin à ce qu'on avait à vous dire. Merci. Merci. On pourra prendre une période de questions. Ça nous laisse à peu près 30 minutes, donc pour une période de questions. Donc, à l'issue de ce dialogue où on voit qu'il y a beaucoup de défis à surmonter, mais tout autant de richesses là, qui se dégagent de ce processus interdisciplinaire. Donc, je ne sais pas, on va regarder s'il y a des questions en ligne. Sinon, moi, j'avais peut-être une première question par intérêt, parce que votre présentation s'intitule « Comment améliorer le consentement aux soins en cours d'accouchement ». Donc, vous êtes parti de la prémisse qu'il y avait des choses à améliorer. Est-ce que ça, vous en avez discuté en cadre de vos premières réunions? Parce que c'est intéressant. Donc, il y a quand même un a priori qui se dégage de la question. Ça a été notre sentiment de départ
docteur Etchesser et moi, où on s'est dit ce qu'on fait dans les accouchements vaginaux assistés, ça n'a pas de bon sens. Ah oui. On s'est dit, on ne fait pas un bon consentement. Et oui, ça a été notre a priori, puis ça a été pour ça que j'ai appelé Audrey, où je me suis dit, ce qu'on fait, ce n'est pas adéquat, on ne donne pas un bon consentement. Et ceci étant, c'est sûr que mon doctorat ne portait pas spécifiquement sur le contexte obstétrical, c'était beaucoup plus général que ça, mais il y avait quand même, dans les recherches que je faisais, il y avait quand même une certaine littérature, particulièrement sur l'obstétrique, mais étonnamment, pas TAPS, ça sera un autre sujet, mais juste, puis là, OK, je vais faire ma petite minute féministe, là, mais il y a des essais cliniques randomisés à l'infini sur la prise de décision pour les hommes et le dépistage du cancer de la prostate. Il y en a. Là, tu arrives, tu dis, bien, si on fait 8 outils d'aide à la décision pour les messieurs qui veulent se faire dépister la prostate, il va bien avoir quelque chose, c'est accouchements, tu sais. 0. Fin de la parenthèse. Mais bref, il y avait quand même de la littérature sur les accouchements, mais il n'y avait pas tant de littérature scientifique. Ce que je trouvais surtout, c'était des jugements. La jurisprudence, quand j'ai ciblé vraiment sur le sujet du consentement aux soins, il y a une proportion assez importante de la jurisprudence qui porte sur des accouchements qui ont, en guillemets, mal viré. Et là, je me disais, bon, ben, il y a quelque chose là. Et il y a aussi une thèse de doctorat qui a été faite en 2005 à l'Université Laval par Marlène Cadorette, qui était, excusez, j'avais mis ne pas déranger, mais Marlène Cadorette, qui portait spécifiement sur le processus de consentement libre et éclairé de la parturiente, donc de la femme qui accouche. Elle faisait vraiment l'aptitude à consentir, la liberté dans le consentement, puis le consentement éclairé. Puis, les constats qu'elle faisait, c'est que souvent, ben, la femme va être, parce qu'elle est en douleur, va être considérée inapte. On va lui cacher des informations parce qu'on ne veut pas l'inquiéter. On va procéder rapidement. On va faire des touchés auxquels elle ne consent pas. On va procéder rapidement à certaines manœuvres sans lui dire qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr, c'est 2005. Vous me direz, ça va faire pratiquement 20 ans. Mais je pense, puis pour avoir parlé avec Barbara puis Marie-Josée, je pense qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui sont encore faites. C'est vrai, mais c'est vrai que ça s'est amélioré. Oui, je pense que sur le terrain, on est. Je travaille en milieu universitaire, j'ai des résidents, puis ils sont déjà plus éduqués sur le sujet que je l'étais. Mais il y a beaucoup d'efforts au consentement éclairé. Je ne l'ai pas vécu comme patiente dans d'autres domaines. Je me suis fait opérer pour les cataractes. Elle peut aller lire peut-être. Ils m'ont rien dit. Puis d'un conjoint malade, non plus. Alors, il y a un effort. Comment le faire? C'est là où je pense qu'on a. Ça ne veut pas dire non plus que ça percole partout, là, ça aussi. Je pense qu'Audrey va présenter sur les problèmes en fertilité, là, où il y a vraiment un problème de consentement éclairé, où il y a des zones grises, des choses qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec la panoplie de médicaments que tu prends, puis ce n'est pas dit. Alors, c'est compliqué, mais on peut dire que sur le terrain, les gens sont quand même, c'est pas de la mauvaise volonté, mais ça, les Français l'ont dit, c'est pas parce qu'on est malveillant qu'on ne peut pas faire de la violence ou d'un mauvais consentement. Mais ça, je pense que c'est important d'insister là-dessus. C'est jamais, le point de départ, c'est jamais dire qu'il y a une intention de violence en arrière de ça. Peu importe le personnel soignant qui le fait, le médecin, infirmière, sage-femme, c'est vraiment dans la réception par la personne. C'est vraiment là où... Puis je me souviens en fertilité d'avoir dit en sortant d'une rencontre, « Ouch, c'était violent. » C'est vraiment mon sentiment, c'est que j'avais été violentée. Mais
jamais je me suis dit, le médecin l'a fait exprès. Tu sais, je ne me suis pas dit, le médecin était malveillant, il y avait une intention il n'était juste pas conscient que ce qu'il venait de faire, c'était, pour la personne qui le reçoit, c'est violent. Et ceci étant, il y a des choses qui vont être violentes en soi. C'est-à-dire que, tu sais, l'exemple on utilise souvent, puis je me souviens, des médecins m'avaient dit ça, mais des fois, c'est violent, point. Oui. La différence, c'est dans le a posteriori. Donc, sur le moment, oui, on va sentir la violence, mais ce que la littérature nous dit, c'est que ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir un sentiment de mal-être, de vulnérabilité, de mécontentement, c'est la communication. Ça avait beau être violent, mais est-ce qu'on a pris en considération cette violence-là ou est-ce qu'on l'a complètement balayée? C'est l'exemple souvent donné, c'est de faire une épisode urgente. La grosse différence, là, ça va être, est-ce qu'on l'a fait sans me le dire, puis je m'en suis rendu compte à mon suivi post-grossesse 6 semaines plus tard, « Ah, vous avez été coupé! » Ou est-ce qu'on a pris le temps de dire, « Je suis désolée, le bébé est coincé, je n'ai pas le choix, il faut que je procède. » Ça fait toute la différence sur comment ça demeure un geste violent, entre guillemets, dans le sens qu'on veut. Mais la perception va être complètement changée sur le comment ça a été fait, le moment où ça a été fait. Pour revenir à votre question de 2 minutes, c'est que ce qu'on se disait qu'il n'y avait pas de bon sens, c'est qu'on était obligé de faire un consentement en 2 secondes. Le geste qui n'avait pas été discuté avant. Comme je vous ai dit, les sages-femmes ont beaucoup de temps, puis passent beaucoup de temps, puis expliquent beaucoup, mais ne connaissent pas ce geste-là. Alors, ce côté-là est jamais bien divulgué. Moi, j'ai beaucoup de patientes extrêmement anxieuses dans ma pratique. Fait que là, si je leur parle de ça, comment je vais arriver à le faire? Alors, ça va être probablement par une autre personne, par un autre outil, on va l'apprendre. Donc, c'est le consentement vraiment au moment des faits. Là, parce qu'on le fait au moment des faits. C'est ça, parce qu'on peut. Est-ce que ça, c'est judicieux? Probablement pas. C'était l'hypothèse de départ du docteur Etchesser. Elle dit, là, on va faire on va leur donner un guide. On va leur donner un guide, puis ils vont le lire, mais c'est pas tout le monde qui va le lire, c'est pas tout le monde qui va le comprendre. C'est ça. Bon. C'est ça, parce que le mot juste consentement, déjà, vous parlez de le langage, c'est névralgique, il faut comprendre ce que l'on dit. Donc, déjà, le terme consentement pour un juriste, ça veut dire quelque chose. Pour vous, dans les faits, en pratique, ça veut dire aussi quelque chose d'autre. Comment vous allez comprendre que la personne a vraiment consenti, compris dans un laps de temps vraiment court? Il y a ça aussi, c'est pas évident là, à tout bien appréhender. Là, donc, ça pose une belle question. Il faut demeurer réaliste aussi. Là. On s'entend que c'est pas le temps. Si on parle d'un consentement, évacuons l'hypothèse où on en parle avant. Mais si on parle d'en parler sur le champ, c'est pas là où on demande « Pouvez-vous me résumer ce que je viens de vous dire? J'aimerais ça évaluer si vous avez bien compris. » Il faut rester réaliste. L'idée, c'est... Puis je pense que là-dessus, on s'entend. Puis comme moi, comme juriste, c'était clair pour moi, on n'est pas en train de viser un consentement by the book parfait. On veut améliorer, tendre vers quelque chose de mieux, pas dire toutes les femmes, dans toutes les circonstances, vont donner un consentement parfait à l'utilisation des forceps. Ça va être super. Parfait. On a une question de notre collègue Michel Giroux. Bonjour, Michel. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très enrichissant. J'imagine un petit commentaire sur ce dernier point. J'imagine que le dialogue préalable aussi à l'accouchement est fondamental, parce que ça évite justement d'être pris par surprise si on a identifié, comme vous disiez bien d'ailleurs, si on a eu des cours prénataux, etc., que les solutions étaient envisagées, qu'on en a discuté, bien, on est déjà mieux outillé là, pour prendre une meilleure décision, même si elle arrive rapidement. Mais ma question était plutôt sur la méthode. Là,
faisant moi-même de la recherche en multidisciplinarité, j'ai trouvé ça bien, bien intéressant. Puis, tu sais, je trouve que pour les étudiants aussi, ça peut être intéressant de voir, dans le fond, c'est pas seulement les résultats de la recherche, mais aussi la façon de faire la recherche. Ça, j'ai trouvé que vous l'aviez bien, en tout cas, les enjeux que vous avez identifiés, moi, ça me parle beaucoup, là. Je trouve que c'est vraiment très utile. Puis c'est utile aussi pour faire avancer cette recherche-là, de faire des présentations comme vous avez fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça aussi. En fait, moi, ma question, c'était plus au niveau des facilitateurs des obstacles, qui est comme l'objectif, là, finalement, premier, j'imagine, pour faire avancer le droit à la pratique. Est-ce que vous avez fait une recherche de littérature? Parce que moi, je suis dans le même processus de recherche dans un autre domaine, là, puis c'est pas simple, je veux dire, tu sais, faire une recherche de littérature, sur PubMed, sur d'autres moteurs de recherche. Alors, je me demandais comment vous aviez, comment vous aviez identifié justement ou fait une première recherche. Je comprends qu'il n'y a pas une recherche de littérature au sens pur du terme, là, parce que c'est 200 000 $ une recherche de littérature, si j'ai bien compris, en sciences santé ou en sciences sociales, mais comment vous vous êtes dépatouillé avec tout ça, ça m'intéresse. Oui, Barbara, mais vas-y, puis je vais peut-être parler de mon côté à moi. Mais c'est sûr, je pense que il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. On a beau parler d'interdisciplinarité, il y a certaines cloisons qui, à quelque part, sont utiles. Puis ça en est une. Tu sais, je ne deviendrai pas experte de recherche de littérature en médecine demain matin. Puis je ne pourrais pas demander non plus à Marie-Josée, Barbara, de chercher sur Ein Online de la littérature juridique demain matin. Fait que je pense dans ce cas-là, de respecter les expertises de tout un chacun peut aider à faire une recherche de littérature qui soit complète. Après, l'enjeu, c'est de communiquer ces résultats-là entre les différentes disciplines. Là, l'avantage qu'on avait, c'est que comme j'ai fait de ma maîtrise en santé publique, je la comprends bien, cette littérature-là. Et puis, c'est vrai que Barbara nous est arrivée aussi avec un dossier déjà fait de littérature au départ. Fait que ça, c'était super parce que elle avait déjà, dans tout son cheminement sur on fait pas bien les choses, bien, elle avait déjà fouillé, elle, sur qu'est-ce qui s'est fait dans les dernières années, c'est quoi les études qui sont sorties, qu'est-ce qu'on sait sur le sujet. Fait que, c'était déjà un peu fait. Elle avait aussi des exemples d'outils. Oui. Puis, moi, j'avais plus cherché sur le consentement éclairé en obstétrique. Il y a pas mal de littérature, une madame qui publie beaucoup, je pense que c'est une madame Nichols qui publie beaucoup, mais c'est surtout sur la VAC. Donc, elle a des choses intéressantes. Donc, mais effectivement, moi, je suis allée chercher dans ma littérature, dans mes publications, dans les choses que je connais, là, PubMed, exactement. Ça, j'ajouterais peut-être une petite chose, puis là, c'est vraiment propre au sujet du consentement aux soins. Fait adaptez ça comme vous voulez à vos domaines de recherche, mais il y a beaucoup, je tombe souvent sur des articles écrits par des médecins sur le consentement aux soins. Puis je regarde Mallory, qui est une étudiante à la maîtrise avec qui je travaille, que j'aime beaucoup, mais qui m'a aidée à faire une formation aux médecins. Puis c'était fascinant parce que je leur présentais comment le consentement aux soins était présenté dans une revue médicale écrite par des médecins. C'était présenté comme un outil de protection légale. Tu sais, le consentement aux soins, ça sert à me protéger comme médecin face à des poursuites potentielles. Jamais on parlait du respect de l'autonomie du patient, jamais on parlait de l'importance de son intégrité, en fait, que le fait de faire un soin sans consentement, c'est une atteinte à l'intégrité. Puis là, ça, c'est un enjeu parce que quand un même concept est présenté par une discipline d'une façon qui est, selon moi, complètement tordue par rapport à ce que c'est à l'origine en droit,
là, ça peut devenir plus difficile parce qu'il faut parfois déconstruire, tu sais, dire, je comprends que vous avez été exposé à cette littérature-là, vous, dans les 10-20 dernières années, qui vous dit que c'est ça le consentement aux soins, sauf que c'est pas ça, c'est un concept légal. Puis l'idée, c'était d'abord et avant tout de remettre le patient au centre de la décision, puis de respecter son autonomie et son intégrité. Fait que je dirais que dans les revues de littérature, c'est peut-être là où il y a des enjeux particuliers qui peuvent se poser. C'est quand un même concept n'est pas du tout compris de la même façon dans différentes littératures. Là, ça peut créer des frictions. Ça n'a pas été le cas vraiment dans notre cas, mais ça m'avait frappé. Peut-être que l'intéressant là-dedans, c'est que la madame qui publie sur le consentement éclairé en obstétrique n'est pas un médecin, elle n'est pas une infirmière. Et d'ailleurs, son dernier article que j'ai lu, là, il y en a peut-être eu d'autres, c'est une recherche qualitative et elle, ce qu'elle voit, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que pour la VAC, l'accouchement vaginal après césarienne, le médecin ou les médecins étaient intéressés à dire tous les risques, mais ne demandaient jamais ce que voulait le patient ou la patiente. C'est exactement ce que tu dis. Donc, peut-être que le truc là-dedans, c'est qu'effectivement, si on peut publier à l'extérieur de notre zone de confort, ça va peut-être aider plus. Là, on rentre dans des enjeux universitaires qui sont, l'importance de publier en dehors de son champ. En même temps, ce n'est pas bien reconnu par nos institutions universitaires, qui fait que quand on fait nos demandes de promotion, là, c'est plus compliqué parce que le dossier est moins... Puis là, on rentre dans une toute autre dynamique qui, je dirais, qui sont les méta-obstacles à l'interdisciplinarité, mais reste, dans notre cas, ça ne se pose pas. Puis moi, un des meilleurs résultats de recherche que j'ai eu, c'est quand Marie-Josée m'a dit, moi, depuis votre journée sur les violences obstétricales, j'en parle puis je sensibilise mes collègues. Ça, pour moi, ça vaut 14 articles publiés puis 12 conférences. C'est quelqu'un du milieu qui le reprend puis qui le met de l'avant. À la limite, ma job est faite. J'ai sensibilisé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de valeur aux yeux de mon institution. Mais pour moi, ça a une immense valeur. Peut-être que je renchérirais sur ce point. Puis là, je vais m'adresser à la docteure Bédard. Est-ce que vous constatez auprès de vos pairs, justement, une fermeture? Est-ce que, par exemple, une juriste écrive des articles puis vienne dire, ben vous, monsieur, ou XYZ, vos collègues, vous perpétuez des violences obstétricales quand vous prodiguez des soins? Ça va pas être Ouais, non, c'est sûr, mais puis c'est une discussion qu'Audrey et moi, on avait eue sur justement l'éducation universitaire des étudiants. Est-ce que ce n'est pas des juristes qui devraient leur enseigner sur justement le consentement aux soins? Donc, c'est quoi vos perspectives dans ça? Non, ça ne nous dérange pas, premièrement, mais il y a deux questions. La deuxième est peut-être plus facile à répondre, là. C'est que moi, je pense que c'est bien. Audrey, elle m'a parlé qu'elle avait été à Gatineau, parlé du consentement éclairé des étudiants en médecine. Ça serait encore plus porteur s'il y avait un docteur qui peut-être ne parlerait pas, mais qui parlerait de son expérience. Parce qu'on apprend comme ça les étudiants. Donc, ça, c'est mon feeling par rapport à l'éducation. Pour ce qui est de... Non, je ne vois pas de fermeture en autant que les médecins. Là, je vais vous parler qu'on est quand même dans une classe... Moi, je suis quand même en académisme où les gens sont relativement ouverts, où il va y avoir un dialogue, où on peut avoir des problèmes, notamment en violence obstétricale. Il y a des organismes que j'ai essayé d'appeler, que j'essaie de rencontrer, pas de nouvelles. Parce qu'eux militent, mais ils ne veulent pas de dialogue. Alors, nous, on est, je pense, je dis nous, je m'inclus, je pense que le monde médical est prêt à avoir un dialogue, à changer des choses, qu'on soit d'une part tolérant de part et d'autre, parce qu'il y a eu un changement. Moi, je pratique depuis 30 ans, mais il y a eu un changement, là. Je ne pratique plus maintenant comme je pratiquais autrefois. Puis,
écoute, je ne suis pas pour tous les soirs m'auto-flageller pour tout ce que j'ai fait pendant 30 ans. Je ne pense pas que... Mais les choses changent. Il faut être indulgent avec qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on veut devenir. Mais le dialogue est important pour moi. Alors, la réponse, c'est non, on n'a pas de problème. Mais oui, on a des problèmes avec des organismes qui ne veulent pas nous parler. Ceci étant, Ils ne veulent pas dialoguer. Ils veulent nous parler, mais ils ne veulent pas dialoguer. il n'y a pas de groupe qui est monolithique. C'est vrai pour les juristes, c'est vrai pour les groupes militants, c'est vrai pour les médecins. On a souvent tendance à dire les médecins, les juristes, ma famille fait des jokes d'avocats comme constamment dans vous autres, les avocats, c'est bien. Mais ce n'est pas des groupes monolithiques. Je pense que l'idée, c'est de trouver un porteur de ballon. C'est de trouver quelqu'un qui va jouer en équipe, qui va être prêt qui va effectivement. À quelque part, c'est vrai ce que Marie-Josée dit. Il y a un côté un peu plate, mais c'est vrai que parce que c'est elle qui le dit, il y a une légitimité à le dire, il y a une crédibilité dans ce qu'elle dit que je n'aurais pas nécessairement parce que je ne suis pas de ce milieu-là, parce qu'on va toujours avoir en tête le oui, mais tu ne vis pas ce que moi je vis, oui, mais tu ne sais pas comment c'est dans ma salle d'accouchement, oui, mais. Alors qu'elle a dit, oui, je le sais, je le fais. Fait qu'il y a cet enjeu-là, fait que je pense que le dialogue, puis de trouver des bons porteurs de ballon. Un petit commentaire, je me rends compte à quel point c'est difficile cette notion de consentement aux soins. Parce que si je pense juste, mettons, à l'accouchement, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions, dans tous les hôpitaux ou quoi, mais moi, je me souviens que lorsque j'ai eu mes cours prénataux qui n'ont pas vraiment servi à grand-chose, on m'a entre autres donné une espèce de formulaire qui était une espèce de plan de comment je voulais accoucher. Ouais. Fait que là, ben, il y avait des questions, puis je ne sais pas si tu as eu ça, si vous avez eu ça dans les autres régions, puis là, ben, tu cochais, je veux de la musique, pas de musique, le bain, pas de bain, être debout, être assis. Fait que moi, je suis arrivée avec ma feuille à l'accouchement. Il y a quelqu'un qui a pris la feuille, qui est parti avec. Je n'ai plus jamais reçu le médecin qui a accouché, qui est arrivé 30 secondes à la dernière minute, vous prend le relais de la, tu sais, et pas la personne qui a fait mon suivi. Je ne sais pas si, tu sais, il commence où le consentement? Parce que tu me demandes comment je vais accoucher, j'arrive avec un beau formulaire, puis après, on m'entend. Puis moi, après ça, dans la. Puis ceux qui me connaissent en plus, vous pouvez imaginer, dans le feu de l'action, moi non plus, je n'y pense pas à mon formulaire. Puis moi non plus, je n'y pense pas que je vais être confortable, puis que je veux ci, puis que. Tu l'as dit, sortez-moi ça. Oui, on dit qu'ils sortent ensemble. Puis je me souviens, puis tu vois, je ne m'en souvenais même pas. Puis récemment, mon chum m'a dit oui, j'ai intervenu quand tu as accouché. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu as fait les photos? Tu sais? Il dit non. À un moment donné, il voulait les forceps. Puis c'est moi qui ai dit non, pas de forceps. Puis tu ne te souviens pas, je t'ai engueulé, je t'ai dit, ah oui. Bon, mais tu sais, j'ai zéro. Je ne me souviens plus du tout de ça. Tu sais. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses dans le plan de naissance. Là, c'est un autre sujet parce qu'il y a des affaires, c'est comme je veux de la musique, je veux un bain, je veux. Non, je comprends que je comprends. Ceci étant, un plan de naissance, quand c'est bien fait, je pense que ça a une certaine utilité. Le problème avec beaucoup de cours prénataux, c'est que ce n'est pas très bien fait. On nous donne la feuille. Merci, bonsoir. Mais quand c'est bien fait, en collaboration avec l'infirmière ou avec le médecin, puis qu'on comprend que ça t'oblige à te projeter dans le moment, puis à te dire comment moi je veux gérer ma douleur, je veux aussi, mais qu'on t'explique, ça se peut que ça se passe pas de même. Puis moi, je me souviens, mon plan de naissance, j'avais juste écrit « Je veux que vous me parliez, je veux que vous me dites tout ce que vous faites. Après, je déciderai. » Parce que je me disais, je ne sais pas, mes contractions vont être douloureuses, pas douloureuses, je vais être capable de gérer, pas capable de gérer. J'étais incapable de gérer à mon premier, à mon deuxième. Pas de problème. Bref, quand c'est bien fait et qu'on sait que c'est fait pour que tu t'imagines et que tu te projettes, c'est pas un outil de consentement. En aucun cas, un plan de naissance, c'est un outil de consentement. Vraiment pas. C'est pas un outil de consentement. C'est pas fait pour ça, c'est pas utilisé comme ça. Puis c'est dommage que si c'est compris comme ça par les patientes parce que c'est pas ça.
Non, je ne pense pas que ce soit un outil de consentement, mais c'est un outil de début de dialogue ou en fait de voici Ça devrait être, ce que je pense ou ce que j'aimerais. Donc, Ça c'est devrait un être un début outil à de quelque dialogue. part on s'en va vers le. Ça va être, tu le dis bien. Mais ça tu sais, il y a devrait être- tellement de choses quand on accouche, tu sais, c'est comme mon deuxième accouchement, c'est une césarienne planifiée. On me dit d'être là à jeun à 6 heures le matin parce qu'on va, tu sais, je suis là à 6 heures le matin comme une seule femme. Puis c'est à 7 heures le soir qu'on vient me chercher. Puis j'ai braillé, puis j'avais faim, puis j'avais envie de vomir, puis j'étais... Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, ben c'est correct, mangez, puis rentrez chez vous, on vous opérera. J'ai fait, c'est correct. Tu sais. Mais tout le long, toute la journée, je suis là dans une pièce, j'ai froid, j'ai personne qui me... Je ne sais pas où ça... Tu sais. Est-ce que ça fait partie d'un... Mais là, on rentre dans les barrières systémiques. Tu sais, on rentre dans le système. C'est-à-dire qu'il y a probablement eu des... Déjà, mais il y a probablement eu des césariennes d'urgence qui ont fait que la tienne a été repoussée. Puis c'est un enjeu de communication pour moi, beaucoup plus qu'un enjeu de consentement. Pourquoi on ne t'a pas expliqué? Il y a eu des césariennes d'urgence. Voici ce qui va se passer. Puis c'est ça souvent qui manque. Puis c'est dommage parce que ça revient constamment dans la littérature aussi. C'est ça qui fait que les patients portent plainte. C'est ça qui fait qu'ils poursuivent. C'est ça qui fait qu'ils ont des mauvaises expériences. C'est qu'on ne leur a juste pas parlé. J'avais des en ligne, je pense. C'est juste quelqu'un qui doit quitter. Des gens qui vont quitter, justement. On est à 2 minutes de la fin. On sent que le sujet aussi est empreint de sensibilité aussi. C'est un sujet qui touche les gens. Puis, mais on espère vraiment que ce dialogue portera fruit. Puis, on vous invitera à nouveau pour venir nous les présenter. Ça sera un plaisir de vous revoir. Audrey a dit dans quelques années. J'ose espérer dans quelques mois. On va dire dans quelques mois. Entre demain matin, dans 6 mois et quelques années, on va trouver dans quelques mois. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.